Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais démarrer par l'appel. Je suis présente. Frédéric Brégin, Présent. Virginie Génaud, Présente. Jonathan Villers, Présent. Catherine Laurin, François Franier, Geneviève Moreau, Geoffrey Mérez-Volo, Sandra Renaud, Paul-Olivier Bourgère est absent, il a donné pouvoir à Geoffrey Mérez-Volo, Joël Dissengros, Jacques Lamblin devrait arriver, Serge Attali, Marie-Odile Gérardin, Catherine Duchesne, Valérie Didier devrait arriver, Ludovic Chaumet, Philippe Laurent est absent, il a donné son pouvoir à François Franier, Laure Steinmetz est absente, elle a donné son pouvoir à Geneviève Moreau, Virginie Chassard, Ludovic Martin, Alexandra Virou, Émilie Dardenne est absente, elle a donné ce pouvoir à Frédéric Bréjard, Nolan Bartel, Barbara Bertozzi, Marc Esser, Thibaut Valois, il arrive, ok, Laetitia Saucé, Bruno Minichiello, Mon nom se prononce Minutiello, s'il vous plaît, merci. ok, bah je vais essayer d'apprendre l'italien. Donc, vous êtes présents, Mathieu Elafri, Benoît Talot et Nancy Charrois. On va vous pointer les Benjamin, pardon Benjamin. Donc tu es présent, bah ça tombe bien. On va démarrer par la désignation du secrétaire de séance. Et donc, comme traditionnellement, je propose la candidature du Benjamin. Donc Benjamin Moelle, est-ce que tu es volontaire? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc, qui est contre la candidature de Benjamin Moelle? Qui s'abstient? Tu es élu à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 mai. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce conseil, procès-verbal du conseil? Il n'y en a pas. Qui est contre? Madame Bertozzi? Excusez-moi. Je voulais juste reposer des questions, puisqu'on avait posé des questions donc lors du dernier conseil sur le nombre de panneaux et l'observatoire du commerce. Donc je voulais j'en profiter pour demander si on allait avoir les réponses qu'on n'a pas obtenues jusque-là. Alors, sur l'observatoire du commerce, on fera un point en réunion de travail et en réunion des finances de septembre. Donc, on fera un point global en réunion de travail. Et sur les panneaux, on apportera la réponse, effectivement. Alors, j'en reviens l'approbation. Qui est contre, qui s'abstient, il est approuvé à l'unanimité. Alors, arrivée de Monsieur Valois et de Monsieur Lamblin. Sur les décisions qui ont été prises donc depuis le dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, la première délibération concerne le budget supplémentaire, donc sur le budget principal tout d'abord. Donc, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a intégré l'EBS au BP, il y aura un résultat donc de 4,5 millions d'épargne sur l'année 2026, c'est ce qu'on prévoit. C'est quand même un résultat conséquent. Sur l'investissement, 5,5 millions d'euros en tout, donc sur le budget principal, en rajoutant les travaux que l'on inscrit sur le budget supplémentaire, en sachant que, comme je l'avais déjà dit lors de la présentation du budget principal sur les années électorales, en général, c'est des budgets plutôt de transition, donc on a investi donc plutôt du matériel et beaucoup de travaux d'entretien. Vous le verrez, on l'a vu sur les documents qui vous ont été communiqués. On a ajouté donc 200 000 euros sur le pump track, qui est en train d'être étudié. 250 000 euros pour finir l'église Saint-Jacques, dont je tiens à le dire, 100 000 euros des 200 000 euros, les 250 000 euros sont affectés à une rampe pour l'accessibilité à l'église Saint-Jacques.
Et puis 330 000 euros pour le théâtre, entre autres pour tous les travaux d'ascenseur et la toiture, une partie de la toiture. Donc tout le reste, ce sont des ajustements. En sachant que il faut l'encours de dette est de moins 1 million par rapport à 2025. Et donc, il est légèrement en dessous de 24 millions, ce qui ramène la dette à 5 ans et 4 mois de remboursement de dette. Donc, pour notre collectivité, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle danger et qu'on peut surveiller quand le remboursement est supérieur à 12 années. Il faut aussi vous l'avez vu sur la délibération, il y a 300 000 euros d'avance, donc du budget principal au CCAS, en avance de trésorerie. Donc c'est dans le cadre de la fin des travaux de Ménil et du décalage de subventions des financeurs qui nous ont encore pas tous remboursé, pas remboursé, mais donné les subventions que l'on attend. Donc c'est une avance de trésorerie comme on le fait de manière régulièrement, mais qu'on peut le faire, et que le CCAS, je regarde la vice-présidente au CCAS, que la CCAS utilisera bien évidemment cette avance de trésorerie uniquement si on en a besoin. Voilà ce que je voulais vous dire sur le budget supplémentaire. Donc, comme je l'ai annoncé, petits ajustements et petits budgets. Donc, si vous le souhaitez, je suis à vos dispositions pour répondre aux questions. Alors, Monsieur Valois. Oui, bonsoir, merci. Je voulais revenir sur l'un des éléments donc de ce budget supplémentaire qui concerne la ligne spécifique concernant l'îlot Bastien, sur lequel vous nous avez annoncé en commission des finances, prévoir une intervention de démolition. Voilà, c'est l'occasion pour nous de poser la question au conseil municipal du devenir de cet ensemble donc bien connu des Lunévillois dans la rue Germain-Charrier, qui est malheureusement une friche depuis de très nombreuses années, qui a été acquis par la ville de Lunéville via l'établissement public foncier il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Quels sont vos projets au cours du mandat sur cet immeuble, ce qui nous amène aussi à nous interroger sur finalement les projets d'ensemble sur cette partie du cœur de ville ô combien importante et sur le plan des habitants qui peuvent y vivre, sur le plan du patrimoine également architectural qu'il recouvre. C'est un espace qui nous semble devoir être particulièrement réinvesti parce que, de notre point de vue, bien trop délaissé ces dernières années. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il y a des immeubles qui ont été démolis sur la place Notre-Dame et la rue Élisabeth-Charlotte. On a bénéficié d'informations supplémentaires grâce à la campagne électorale, puisqu'on avait eu le plaisir de pointer l'absence d'informations. Et 3 jours plus tard, il y avait des beaux panneaux qui étaient dressés pour nous annoncer l'arrivée d'immeubles de l'OPH à cet endroit-là. Donc voilà, Madame le maire, je pense que vous pourriez peut-être, à l'occasion de cette délibération sur le budget de centre principal, et puisqu'il y a un sujet concernant une démolition partielle d'immeubles sur l'îlot Bastien, nous faire un petit point sur vos projets sur le cœur historique de notre ville. Alors, tout d'abord, je ne peux pas vous laisser dire ou je ne peux pas entendre que le centre ancien n'a pas été travaillé. Je vous rappelle quand même que rue du Château, il y avait un immeuble compliqué pour lequel on a trouvé une solution. Donc ça, c'est pas anodin. L'îlot rue de Metz, qu'on a ouvert en fin de semaine dernière, la preuve qu'il y a eu du travail aussi toutes ces dernières années. D'ailleurs, je peux vous dire que ça se voit. Moi, j'ai eu que des remarques positives concernant cet îlot. Et je reviens sur la partie habitat. Je laisserai. D'ailleurs, j'en profite pour le féliciter parce qu'il a été élu hier soir. On passe vite. À l'unanimité comme nouveau président de l'OPHLV. Donc, mon premier adjoint, Frédéric Bréjard. Donc, sincères félicitations, Frédéric, pour ton élection et cette unanimité.
Alors, l'île aux Bastien, on a, comme vous l'avez vu et qu'on en a parlé longuement lors de la commission des finances, il y a un budget de 80 000 € qui a été alloué pour démolir le 26, le numéro 26. Donc, les travaux vont démarrer le 1er septembre, c'est ce qui est prévu. Et il y aura toute la démolition, tout simplement parce qu'il y a un problème de sécurité avec possiblement des chutes sur l'espace public, mais également à l'intérieur de la propriété. Donc, on a travaillé en lien avec l'EPF pour que la ville puisse démolir. Parce que à partir du moment où le lieu appartient encore à l'EPF Grand Est aujourd'hui. Donc, et vous savez que les travaux qui n'étaient pas prévus, de toute façon, seront repayés par notre collectivité quand on rachètera le bien. Donc et puis c'était plus facile, l'EPF pouvait pas forcément immobiliser l'argent tout de suite. Donc on a décidé de le faire. Donc à partir du 1er septembre, tout le numéro 26 sera détruit. À terme, mais on en a déjà parlé, hein, il n'y a pas de projet, d'ailleurs on l'avait pas parlé de campagne électorale tout à l'heure, on est sorti de la campagne, mais néanmoins, on n'a jamais annoncé de projet par rapport à ce lieu. On a travaillé pendant de longues heures de travail sur le mandat précédent. Il y a une façade que l'ABF et la DRAC nous demandent de garder. C'est la façade Renaissance qui donne sur le passage pour rejoindre le jardin, le passage de l'abbé. Et cette façade-là, alors même si la Renaissance, on veut la garder, je ne reviens pas sur le patrimoine, néanmoins, elle nous contraint à des travaux supplémentaires et donc augmente la facture globale de la réhabilitation, de la déconstruction et de la réhabilitation future. On a eu plusieurs cas d'espèces. On a travaillé avec l'EPF Grand Est et la Solorem d'ailleurs, où on a rêvé au final un prix moyen déconstruction-reconstruction de 4 500 € de mètre carré. Alors, voilà, c'est un fait. 4 500 € le mètre carré à Lunéville en neuf, ça ne se vendra pas. Et donc là, on repart à zéro. J'avoue que pour le moment, on n'a pas de sujet là-dessus. Je l'ai toujours dit et on n'en a pas fait une priorité sur ce mandat. Pour le moment, on détruit la partie parce que, voilà, pour des raisons de sécurité, on la détruit. Après, pour le moment, on n'a pas de sujet. Je reviens juste par rapport au travail qui a été fait dans le centre ancien. Vous avez aussi la réhabilitation de l'église Saint-Jacques qui nous a bien occupés et qui fait partie aussi du patrimoine du centre ancien. Pour tout ce qui est parti au péage, je laisserai la parole à Frédéric Brajard qui va vous apporter des éléments par rapport aux déconstructions et maintenant aux constructions de l'OPH. Oui, merci Madame le maire. Alors, je vais sans doute me répéter, comme j'ai déjà expliqué cette problématique lors de conseils précédents, concernant la partie que nous avons déconstruite. Je rappelle que nous avons eu un souci de timing, vous le savez, puisque je vous avais annoncé la dernière fois que nous avions 2 ans de retard pour un problème de travaux portés par l'EPF Grand Est, qui s'est solutionné il y a quelques semaines, quelques mois. Nous avons repris la main sur la fin de la déconstruction, et là j'entends la partie souterraine qui ne se voit pas, puisqu'on n'avait pas trouvé d'accord pour que l'EPF Grand Est rende la propriété dans un état prêt à construire. Donc nous y sommes collés. Le début des travaux, fondation comprise, devrait commencer. Alors maintenant, je suis très prudent, mais devrait commencer fin de cette année. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai eu confirmation que le départ des travaux sur la reconstruction de 26 logements devrait commencer fin de cette année. Dans la foulée, un chantier très important qui concerne 36 logements rue Elisabeth Charlotte et Germain Charrier va, à la suite,
se dérouler, mais de manière cette fois-ci sans déconstruction. Il s'agit d'une rénovation très importante, qui ne se fera pas en milieu occupé. Donc la première phase dans laquelle nous sommes, elle a commencé. Nous allons devoir, comme on le fait d'habitude, reloger les personnes qui s'y trouvent encore, de manière à pouvoir laisser tous les espaces libres et inoccupés, de manière à prévoir courant 2027 le départ de travaux d'aménagement très importants, de rénovation très importantes, qui porteront d'ailleurs le nombre de logements actuel de 36 à 40. Quelques informations à ce sujet. Les topologies seront de type T2, T3. Enfin, elles seront parfaitement en phase avec les demandes que nous avons, nous, bailleurs sociaux. Elles seront dans une grande partie PMR. 2 ascenseurs seront ajoutés au projet. Donc, Madame le maire, c'est un projet d'envergure qui suivra juste le problème du départ de la reconstruction. J'ajoute maintenant, parce que j'ai été questionné aussi également à ce sujet, j'ajoute que nous avons aussi des travaux très importants que nous avons prévus, nous, rue de la République, dans l'angle rue de Metz, rue de la République. Là encore, nous sommes dans une phase de choix, mais qui ne dépendent pas de nous. Je m'explique, je l'avais déjà dit, mais je le redis pour que tout le monde l'entende bien ici. Il nous faut l'accord impératif de l'ABF pour savoir si, oui ou non, nous avons l'autorisation de déconstruire et de reconstruire, ou s'il faut prévoir une rénovation sur site. Je me permets de dire que j'ai poussé avec le directeur Claude Fèvre à l'époque et maintenant Maxime Fraisse pour qu'on puisse obtenir une démolition, car je rappelle à l'Assemblée que budgétairement, les financements ne sont pas les mêmes et la démolition revient toujours moins cher, bizarrement, que la rénovation complète. Alors, vous avez vu, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, en partie basse, rue de la République, rue de Metz, je dis bien, le mur est bombé. C'est la raison pour laquelle nous avons tout de suite averti, nous, les partenaires, en leur disant qu'il serait peut-être utile, dans ce cadre-là, d'envisager une démolition de manière à repartir sur des bases neuves. Nous avons mis des témoins qui sont en place et nous sommes dans l'attente de l'avis des experts et de l'ABF pour faire le choix de ce que nous réaliserons. Les options, nous les avons, elles sont prises. Les budgets sont prêts. Je veux dire par là, Madame le maire, que si l'office public n'avance pas sur ces sujets, très honnêtement, maintenant, ce n'est plus trop de sa faute. Voilà, je ne jette la faute à personne, mais je dis que effectivement, je le confirme, je l'assume, du retard a été pris, j'en ai expliqué les raisons. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je vous remercie. Merci Frédéric. Jacques Lamblin voulait intervenir aussi. Il avait levé la main avant Frédéric même. Oui, simplement, je voudrais non pas compléter un petit peu ce que vient de dire Frédéric. Le problème de la vieille ville, c'est vraiment un problème qui est lourd à porter, je crois, hein, depuis des années. Tu as parlé de la rue du Château, l'immeuble la rue du Château. C'était quand même une drôle d'histoire. Ensuite, l'îlot Germain-Charrier, il y avait du travail qui avait été commencé, mais il y a tout ce que vient d'expliquer Frédéric. Et puis, je voudrais maintenant venir, puisque vous posez la question, sur l'îlot Bastien. Alors, l'îlot Bastien, c'est un sujet où, on le dit, pour le moment, il n'y a pas de projet, mais est-ce qu'on n'a rien fait? Eh bien non. Les études, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas manqué. Hein. Il n'y en a pas manqué. Depuis 2013. Donc, et on recense un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que cet immeuble îlot Bastien a été acheté entre 2010 et 2013 pour la modique somme, à l'époque, de 1 050 000 € hors frais. En 2013, vous mettez l'inflation là-dessus, vous voyez à peu près où on en serait aujourd'hui. Pour l'achat, dans l'état où il était, c'était
et c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'experts, parce qu'il y a eu des expertises, des hypothèses, des études, comme je vous l'ai dit, et ça a été acheté très cher. Ils disent pas trop cher, ils disent très cher, parce qu'il y a une certaine pudeur. Moi, je pense que c'était vraiment cher. Parce que, évidemment, il y a 10 appartements, mais il faudrait voir de quels appartements il s'agissait. Il y en avait sans doute 2 ou 3 qui étaient à peu près habitables, mais il y en avait 6 ou 7 qui étaient quasiment virtuels. Et tout ça a été acheté, je vous le répète, pour 1 43 000 euros exactement. Hors frais, je dis bien. Alors les études, évidemment, à partir du moment où on était dans une situation comme celle-là, il fallait s'entourer quand même d'un certain nombre de conseillers. Alors la Banque des Territoires a financé une étude avec la SCET qu'il a faite, la DUAN a travaillé et un cabinet d'architectes également a été recruté, financé d'ailleurs en partie par le PFL à l'époque. Donc, je ne vais pas vous réciter toutes les études, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le problème, c'est d'ailleurs ce qui vient d'être évoqué, c'est que on arrive, quelle que soit l'hypothèse que l'on prend, on arrive à un prix de revient, sans même parler de marge de revente, hein, à un prix de revient qui est très, très supérieur au prix du marché à Lunéville. Voilà. Et les hypothèses ont toutes été envisagées. Premièrement, curer les niveaux, hein, tout dégager, faire des plateformes et puis réaménager après. Proposer à la vente à perte pour un éventuel acquéreur. Et il y a eu aussi, alors sachant que, et cela a été dit, une partie de l'immeuble, celle qui donne sur le passage de la baie, est une partie qui doit absolument être préservée. On n'a pas le droit de la démolir. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour aménager. Et dans ces conditions-là, il y avait en plus un autre plafond qu'il fallait absolument pas dépasser. C'est on bénéficiait à l'époque d'une TVA à 5,5 si les appartements qui pouvaient être vendus étaient à moins de 2090 € du mètre carré. C'était déjà, fallait que ça, sinon, c'était pas 5% de TVA, mais 20% de TVA. C'est plus. C'est pas 20 quand même, mais plutôt 10. Hein. Bon, vous voyez les contraintes qu'il y avait, considérables. Donc, si vous ajoutez bout à bout déjà l'OPHRU qui avait ses contraintes. Vous aviez la contrainte du prix d'achat trop élevé. Vous avez la VAP qui avait désigné la VAP, donc SPR maintenant. Oui, SPR. SPR maintenant, site patrimonial remarquable, mais à l'époque c'était la VAP. Donc c'était deux architectes qui avaient voulu classer, non sans raison, cet immeuble comme remarquable à cause de la façade Renaissance. Là. Donc tout ça, bout à bout, fait que on est dans une sorte d'impasse parce que évidemment l'ABF, lui, si on fait une proposition en démolissant, bah, là c'est même pas la peine d'en parler. Il faudrait changer l'OPHRU, il y en a pour des années. Enfin, c'est une situation inextricable pour le moment. Hein. À l'inverse, l'OPH, qui elle était maître du jeu sur le plan foncier, beaucoup mieux, et, a pu avancer. Donc, moi je pense que entre l'îlot Germain-Charrier, qui est en de bonnes mains, l'îlot Bastien, qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, je ne vais pas les répéter une nouvelle fois, qui est dans une situation d'impasse, je pense qu'il faut y aller step by step, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut démolir ce qui est dangereux, et puis, mais on ne veut pas régler ça, un problème comme ça. Si c'est pour on peut le faire, hein, mais s'il faut dépenser 4 millions pour revendre tout ça à 1,5 million, ça n'a pas de sens, quoi.
Et je répète qu'on a fait ça au départ, c'était moi qui étais maire, parce que il y avait des marchands de sommeil qui s'emparaient de l'édifice et qui faisaient à peu près n'importe quoi, y compris vraiment des marchands de sommeil, quoi, des logements absolument médiocres. Et c'est cet immeuble en pleine transformation de ce type qui a été racheté 1,05 million. Il faut bien le comprendre. Donc, si vous partez, alors en plus, en tout, il y a 1000 mètres carrés à peu près. On peut transformer 1000 mètres carrés en logement, sur tous les 3 niveaux, hein. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, en logement, hein. Donc, vous faites le calcul, vous avez déjà pratiquement à l'achat au départ 1000 euros du mètre carré. Je parle pour puisqu'il n'y a que ça qu'on peut vendre, hein, bon. Donc, tout le reste qu'il faut faire, on se retrouve forcément, tu as donné un chiffre là, c'est sans doute un chiffre très élevé, hein, en tout cas hors marché. Alors, il faut trouver une solution. Je répète, des solutions ont été envisagées, étudiées, il n'y en a pas une pour le moment qui est satisfaisante. Et je pense, moi, qu'il faudra qu'on fasse une table ronde sur le sujet, avec les autorités administratives. Il y a d'ailleurs aussi une étude de la Duane, hein, également, pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais ça peut pas être la commune toute seule qui peut s'en sortir, puisque beaucoup de décisions dépendent de plusieurs administrations à aujourd'hui, ou ont dépendu hier d'un certain nombre d'administrations. Voilà la situation, pas simple, mais en tout cas, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, parce que ce qui compte dans tout ça, à mon avis, c'est ce qui se passe rue de Metz, rue Elisabeth-Charlotte et en bas de la rue Germain-Charrier. Sachant que il y a ce qui s'est passé près de l'église Saint-Jacques, comme tu l'as rappelé, fort utilement. Voilà ce que je peux vous dire. Je le dis sans animosité, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation difficile. Alors si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les proposer, mais là, on est vraiment calé, hein. Et je trouve que c'est une bonne chose déjà de démolir ça pour que le mal ne gagne pas du terrain dans l'immeuble, hein. Pour le moment, c'est cette partie-là qui est dangereuse, le reste est qu'à un cas. Mais voilà ce que je peux vous dire. Merci Jacques. Alors, je crois qu'il y avait Monsieur Talot qui avait la main, puis il y avait après Madame Bertozzi après Madame. Hein? Donc, pour rester sur l'îlot Germain-Charrier, pourrions-nous avoir communication des différentes études qui ont été menées sur le bâtiment afin de réfléchir sur le sujet et potentiellement d'amener peut-être des solutions? La lecture de tous les travaux d'études qui ont été faits pourra peut-être me donner quelques idées. Donc, je suis prêt à partager. Sur l'île Bastien. J'ai dit Germain-Charrier? Mhm. Non, je pensais Bastien. J'ai toujours eu du mal avec les noms propres, moi. Ça, c'était pour rebondir sur la proposition de Thibault. J'ai d'autres questions sur le budget. J'ai vu qu'il y avait un montant de presque 8 millions d'euros qui vont être investis sur l'exercice. Quelle est la part des investissements réels en enlevant le reste à réaliser de 2025 et en enlevant les écritures d'ordre? Donc, quelles seront les sommes réellement investies en 2026 au budget? Ça, c'est ma première question. J'ai vu qu'il y avait 4 500 000 d'épargne brute. J'aurais aimé avoir le montant de l'épargne nette. Je ne l'ai pas trouvé dans le document. Autre question, j'ai vu que du fait de l'inflation qui était inférieure à ce qui était prévu, les recettes vont baisser de 85 000 euros. Je dois dire que je n'ai pas compris le mécanisme. Donc, si vous pouviez me l'expliquer, je serais très heureux. Et dernière question, au sujet de la rémunération du manager du commerce, je ne vois pas pourquoi ce sujet apparaît dans le budget supplémentaire. Les 18 770 euros qui sont présentés dans le budget supplémentaire, est-ce à dire que cette rémunération n'était pas prévue dans le budget principal? Alors, concernant, je viens répondre
Concernant Bastien, on verra quelle étude on peut communiquer et si on peut les communiquer, on les communiquera à l'ensemble du conseil municipal. Concernant les dépenses, alors, effectivement, il y a 8 millions et il y a 1 million de report de l'église Saint-Jacques, il y a 300 000 euros de report de Fischer, ce qui fait en investissement 5,5 millions avec beaucoup de matériel et beaucoup de travaux d'entretien, ce que j'avais expliqué lors du budget principal. Les grands montants, c'est 1 million de report de Saint-Jacques et 300 000 de Fischer. Sur le manager du commerce, n'avait pas fait attention, mais dans une décision, on a eu la chance d'apprendre récemment qu'au 1er janvier, on pouvait avoir à nouveau une aide. C'est la décision 141, une aide donc de la Caisse des dépôts et de consignation qui va nous financer pendant 2 ans la moitié du salaire du manager du commerce. On avait fait la même expérience quand on l'avait embauché. Il y avait un accord CCI ANCT, je crois à l'époque, c'est ça. Et là, donc il y avait un tiers et un tiers par la ville. Et là, on a eu la chance que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, toutes les communes qui ont un manager du commerce, là cette fois-ci, c'est la Caisse des dépôts et des consignations, paye la moitié du salaire chargé à hauteur de 62 500, je crois, maximum pendant 2 ans. Donc, du coup, là, c'est les régularisations de charges qui apparaissent sur les budgets. En plus et en moins par rapport. Mais le poste était bien prévu au budget 2026. En 50% de 62 000. Enfin, 2 ans. 2 ans, ce que j'ai expliqué. Ok. Alors pour l'inflation par rapport à la recette fiscale, effectivement, on avait prévu 1% au BP et l'inflation est de 0,8%. Et les bases sont bien sur l'inflation. C'est pas nouveau ça. Une base fiscale, on avait prévu 1%, l'inflation est de 0,8%. Donc du coup, il y a une différence. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait Madame Bertozzi aussi. Alors, monsieur le directeur, épargne nette, épargne brute. Madame Bertozzi. Merci. Donc oui, moi je voulais revenir sur le point de l'îlot Bastien et ensuite poser 2 questions. Donc sur l'îlot Bastien, effectivement, s'il y a une table ronde, nous serons enchantés et j'espère que nous y serons invités parce qu'effectivement, nous avions lors de la campagne municipale déployé des idées, notamment autour de la question des métiers d'art. Et ce serait intéressant qu'à cette table ronde soient invités d'autres financeurs parce que l'îlot Bastien, c'est pas forcément des logements, ça peut être autre chose, ça peut être un investissement de la ville. Par exemple sur des cellules destinées à des métiers d'art, puisque à Lunéville, on a quand même des formations comme la ferronnerie, le point de Lunéville, des choses comme ça, des bénisteries qui peuvent permettre d'ouvrir ça. On sait aujourd'hui que dans la région Grand Est, les métiers d'art, c'est 6,1 milliards de chiffre d'affaires, 39 000 actifs, dont 23 000 salariés. Donc, c'est quand même des chiffres qui peuvent nous intéresser et peut-être que Lunéville pourrait investir dans cette optique. J'avais 2 autres questions. Je me posais la question de cet îlot de fraîcheur. Si vous pouviez me dire qu'est-ce qui en fait un îlot de fraîcheur et en quoi, en cas de grosse chaleur, se réfugier là-bas nous permettra effectivement d'avoir moins chaud. Et puis, je voulais aussi parler de la rue Gambetta. Je me posais la question de savoir si dans ce budget supplémentaire, il y avait une ligne pour cette rue Gambetta, donc où l'immeuble s'est effondré.
notamment sur 2 axes. D'abord la mise en sécurité, puisque effectivement on sait que c'est quand même dangereux. Et ensuite, est-ce qu'il y a des solutions qu'on pourrait apporter aux commerçants qui sont en train de souffrir beaucoup dans cette rue et qui sont en perte de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on peut imaginer des solutions et est-ce que par hasard elles seraient budgétées au budget supplémentaire? Alors, sur votre question écrite, elle sera vue à la fin, comme on fait toujours sur les questions écrites, et ça concerne la rue Gambetta, donc je ne vais pas répondre tout de suite, si vous le voulez. Oui, si vous le voulez bien. Sur l'îlot Bastien, c'est Jacques Lamblin qui a parlé de table ronde, pourquoi pas, hein, il a fini sa phrase. Quand on décidera de retravailler sur le sujet, bien évidemment, on en parlera tous ensemble en Conseil des finances et en commission travaux. Mais pour le moment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas d'actualité. Mais quand on commencera à travailler dessus, et c'est effectivement pas sur le budget, je vais finir, c'est effectivement pas sur le budget du tout, et j'en ai absolument pas parlé lors de la campagne électorale, parce que je sais que c'est compliqué. C'est un caillou vraiment pour la ville, c'est le cas de le dire, et c'est un sujet hyper compliqué. Donc pour le moment, moi j'ai pas prévu de table ronde, et d'ailleurs il a fini, pourquoi pas s'il y en a, mais sur les groupes de travail, si on décide de recommencer à travailler dessus, on en parlera, parce que là moi je suis prête à prendre des idées, mais il va falloir prendre des idées qui baissent le prix total du dossier, pas qui en rajoutent. Et enfin, moi, je suis comme vous, hein, je suis attachée au métier d'art, mais là, je voyais pas le rapport, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème financier. Il faut déjà qu'on résolve cette question avant de commencer à avoir des idées, parce que des idées, on peut en avoir plein. Sur l'îlot de fraîcheur, rue de Metz, bah, écoutez, vous avez critiqué systématiquement tout ce qu'on a fait sur le mandat précédent, entre la place des Carmes, la place Victor Hugo, la place Léopold, par rapport aux îlots de fraîcheur. Bah, laissez pousser, hein, les plantes, elles ont été plantées il y a 10 jours. Donc laissez pousser un peu les choses. En tout cas, ça donne, alors peut-être que vous appréciez pas, mais ça, on peut pas. Je me fais pas d'illusions par rapport à vous, Madame Bertozzi, mais en tout cas, il faut laisser pousser les plantes. C'est un point. Alors moi, le hasard fait que je vais pas le citer, mais un peu quand même, tout qu'on me comprendra, dans le restaurant en face mardi dernier à midi, et je peux vous dire qu'il faisait bon. Très beau comme cette semaine, mais bon, j'ai commencé à voir des personnes qui s'assoient, qui prennent du temps pour se reposer, et c'est aussi l'idée, quoi. Donc, on n'a pas fait un parking, ça donne un appel d'air sur la rue, ça va donner aussi du bien-être aux futurs habitants du quartier. Laissez un peu pousser les choses, on en reparlera dans 2-3 ans quand les plantations auront évolué. Voilà, oui, madame. Oui, donc je reprends ma question parce que j'ai pas dit que si ça me plaisait ou si ça me plaisait pas, c'est pas la question. Et je reconnais que c'est très joli. Ma question, c'est quels sont les critères qui en font un îlot de fraîcheur? Parce que moi, je vois un arbre qui va pousser, hein, certes, mais je me demande si ça va suffire pour faire baisser de 2 ou 3 degrés la température. Donc, dites-moi juste, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui en fait un îlot de fraîcheur et comment la température va baisser à cet endroit? Je ne vous demande pas de porter un jugement sur ce que j'aurais pu penser ou peut-être autre chose. Moi, je retiens que vous avez trouvé que c'était très joli. Catherine, je te donne la parole. Ouais. Mais Madame Laurin va répondre scientifiquement, vu qu'on a la chance d'avoir une scientifique. Je m'étonne que Madame Bertozzi, vous découvriez maintenant, alors que vous siégez déjà depuis un certain temps, que en fait, le fait de désimperméabiliser une surface et d'enlever du béton, ça fait spontanément descendre la température. Ça, c'est un critère. D'autre part, vous avez vu qu'on a parfait des places de parking après la démolition des bâtiments, mais qu'on a végétalisé. Alors peut-être que ça vous semble encore petit, mais
vous qui fréquentez les écoles, vous avez vu la transformation de nos cours d'école. Je ne sais pas si vous avez vu ce printemps l'aspect de l'Anou à l'école Hubert-Monet. Vous n'allez pas me dire quand même que la végétation qui a été mise ne fait pas baisser la température. Ça, c'est scientifique et toutes les revues par rapport à l'environnement évoquent ça. C'est d'ailleurs une des solutions qui est proposée pour lutter contre le réchauffement climatique et pour faire baisser la température au centre des villes. Alors peut-être que vous auriez souhaité qu'on fasse une forêt. C'est ça ce que vous évoquiez. En tout cas, il y a plus qu'un arbre, il y en a au moins 3. Et il y a des arbustes. Oui, mais Il aurait fallu que vous la mesuriez déjà avant. stop. Et la végétation aussi. Merci, mesdames. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant sur le budget? Alors, monsieur Minchello, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave, hein. Ok. Bah ouais, mais j'ai pas appris. Eh ben, on va essayer. Vous avez la parole, en tout cas. Merci beaucoup, Madame la maire. Tout d'abord, je voulais saluer le travail qui a été réalisé, bien sûr, par les services, parce que le document qui a été présenté ce soir, il est très clair, il est détaillé, il permet en tout cas de comprendre les principaux mouvements budgétaires. Je voulais le signaler. Ensuite, je voulais constater également que la commune conserve des fondamentaux financiers qui sont solides. Il faut, dans ce contexte actuel, il faut le souligner, on a un recours à l'emprunt qui est revu à la baisse, c'est ce qui a été dit, à la capacité de désendettement qui reste maîtrisée, avec un niveau d'épargne qui est très correct. Pour autant, je voudrais juste regarder au-delà des équilibres comptables et s'interroger sur la trajectoire que nous souhaitons donner à la ville. Le budget supplémentaire qui a été présenté ce soir se limite pas simplement à une reprise des résultats ou à des ajustements techniques, ce qui est normalement la coutume sur les budgets supplémentaires. Il engage plusieurs choix importants d'investissement. Il y a le pump track, il y a des travaux au théâtre Église Saint-Jacques, la sécurisation de l'îlot Bastien, et encore d'autres interventions, des nombreuses interventions sur le patrimoine communal. Je ne remets pas en cause, bien sûr, ces projets. Hein. Beaucoup sont utiles. Parfois, ils sont même indispensables. Par contre, j'aurais aimé que les décisions soient présentées dans une vision plus globale, notamment à travers une véritable programmation pluriannuelle, ce qui est demandé notamment par la Chambre régionale des comptes, puisque cette démarche, elle permet en tout cas à l'ensemble du conseil municipal d'apprécier les priorités, les échéances, les financements et surtout les conséquences des choix des budgets futurs. Vous avez bien compris, c'est plus une question de méthode. À la lecture du budget, il y a un autre élément qui retient mon attention. Nous consacrons de nombreux crédits à la remise en état de notre patrimoine et les discussions qui ont eu lieu autour du patrimoine viennent conforter ma réflexion. Ces investissements témoignent non seulement d'une volonté d'entretenir, bien sûr, le patrimoine, ce qui est une très bonne chose, mais traduisent également la nécessité d'anticiper davantage. Je suis convaincu qu'un schéma directeur de patrimoine associé à un plan pluriannuel de maintenance nous permettrait vraiment de mieux programmer ces interventions, de limiter les urgences et, à terme, de maîtriser encore davantage la dépense publique. Je souhaiterais également revenir sur l'avance de trésorerie de 300 000 € accordée au CCAS. Bien sûr, hein, les textes donnent cette possibilité, on peut parfaitement se justifier. En tout cas, ça peut se justifier. Néanmoins, ce qui serait utile, c'est que le conseil municipal puisse disposer d'une vision complète en fait, de la situation financière du CCAS, de savoir si c'est simplement un besoin de trésorerie permanent ou si derrière c'est une conséquence notamment à des investissements, à des surplus d'investissement. De façon plus générale, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on parle beaucoup de crédit, mais on parle un peu moins des résultats qui seront attendus à la fin. Ce qui serait important, c'est est-ce qu'on a besoin de plus en plus, c'est de pouvoir mesurer l'efficacité des investissements pour les Lunévillois. Je crois profondément que la gestion publique moderne ne consiste pas simplement à voter des dépenses, mais aussi à évaluer les politiques publiques.
Je parle souvent d'évaluation de politique publique et de mesurer leur efficacité, puisque la culture de l'évaluation, c'est un outil d'amélioration et non pas un outil de critique. Vous avez compris, Madame le maire, les remarques que je formule aujourd'hui, ça ne remet pas en cause du tout la nécessité des opérations inscrites au budget supplémentaire. Nous contestons, excusez-moi, ni l'entretien du patrimoine, ni la poursuite des travaux engagés, ni les investissements utiles au fonctionnement de la collectivité. Par contre, j'estime que le budget gagnerait à s'inscrire dans une visibilité plus prospective, plus programmée, davantage accompagnée d'indicateurs de suivi et d'évaluation. C'est pourquoi je ne voterai pas contre le budget, bien évidemment, parce que ça serait incohérent. Mais pour autant, je ne pourrais pas l'approuver pleinement, faute de disposer de ces stratégies. Et c'est pour ça que je ferai le choix de m'abstenir sur le vote de ce budget supplémentaire. Merci beaucoup. Bien. J'aurais bien aimé que dans d'autres temps, on ait un plan pluriannuel d'investissement. Ça aurait été intéressant pour... Mais bon, on va pas revenir sur le passé. Non, c'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. Juste pour ceux qui siègent au Conseil des finances, on en a parlé avec les adjoints et les équipes et les conseillers délégués. On est en train d'établir le plan pluriannuel d'investissement qui sera prêt, qui est presque prêt pour être clair, mais qui sera, qu'on va travailler encore une partie de l'été et qui sera présenté aussi aux agents pour le projet du mandat à la rentrée. Et puis, bien évidemment, on en reparlera tous ensemble quand il y a besoin. Concernant le CCAS, il y a un CA. Donc, je crois pas que vous siégiez, je sais plus, mais il y a c'est sur Laetitia associé siège. Et un peu dur à dire. Vous êtes présente systématiquement, Laetitia. Et je peux vous dire que les comptes du CCAS sont tout à fait bons et conformes, qu'on n'a jamais eu de souci au CCAS et que là, on attend juste une subvention du fonds vert, ce qui veut dire que on aura peut-être besoin des 300 000 € et encore, c'est pas sûr. C'est une avance de trésorerie, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et une avance, c'est une avance qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas en fonction de la subvention du fonds vert qui doit arriver ces prochains temps, mais comme toutes les subventions, on n'a jamais de date certaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Talot avait levé la main et ensuite Monsieur Valois. Alors, c'est dans le cadre de ce plan pluriannuel d'investissement, je voulais rebondir sur la nécessité d'un ascenseur à la maison des associations. Et je voulais savoir si cet ascenseur était prévu dans ce plan. Voilà. Et la deuxième remarque, c'est au sujet de la piste de pump track que nous avons évoquée lors du dernier conseil municipal. Et je maintiens mes réserves quant aux mesures de sécurité qui doivent accompagner cette piste. Et dans ce budget, je ne vois rien qui concerne la sécurité. Je vois 200 000 € qui sont prévus pour la réaliser. Mais je maintiens, il est absolument nécessaire et vital pour la sécurité de nos enfants et des jeunes qui utiliseront cette piste que les mesures de sécurité soient très clairement établies et qu'on soit très attentif à ce sujet. Bien, là, alors on reparlera du budget du BPI ultérieurement, si vous voulez bien, mais je rappelle que on a un projet de mandat, et dans le projet de mandat, il y a 2 ascenseurs, le théâtre qui va être commencé à réaliser cette année et la maison des associations qui sera réalisée ultérieurement. Et puis pour le pump track, moi je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Vraiment, voilà. Et je rappelle que les enfants sont, et on l'oublie souvent, sous la responsabilité des parents, même quand ils sont dans l'espace public. Et c'est pas pour ça qu'on fera pas tout ce qu'il faut pour assurer au maximum des mesures de sécurité. Mais juste comme ça, où c'est dans les jardins, les espaces publics, les enfants sous la responsabilité des parents, mais il y aura un règlement intérieur, comme on fait intérieur au parc, comme on le fait pour chaque équipement, chaque aire de jeu. Monsieur Talot. Monsieur Valois, pardon. Oui, merci. Je suis un petit peu embêté par la présentation de la délibération, en fait, Madame le maire.
puisque vous nous proposez de voter deux choses, le budget supplémentaire d'une part, et l'avance de trésorerie au CCAS d'autre part, ce qui pose un cas, pour le coup, de conscience, voilà, à certains membres de notre groupe, enfin, un cas de conscience auquel l'ensemble du groupe s'associe. Enfin, de notre point de vue, et nous souhaitons voter contre le budget supplémentaire. En cohérence avec voilà les délibérations que nous n'avons pas votées en début d'année pour le budget principal, et par ailleurs nous ne sommes pas contre l'avance de trésorerie. Donc voilà, nous souhaiterions que les deux éléments soient distincts, puisqu'il y a, pour moi, il y a deux éléments, c'est deux actes distincts à prendre. Voilà. Ah, je suis navrée par ces écritures, je pensais vous faire changer d'avis. Non, blague à part, vous étiez là en Conseil des finances, vous auriez dû l'évoquer, on l'aurait changé pour le Conseil. Mais on va faire deux votes, du coup. Ok. Le dernier pour la fin, hein, Monsieur Lamblin. Oui, non, mais ça sera très rapide. De simplement rappeler que quand on a voté le budget primitif, vous l'avez pas voté, 2026, malgré tout, il est passé. Eh bien, il avait été très clair qu'on voulait un budget que l'équipe voulait, sous votre direction, Madame le maire, que l'équipe voulait faire un projet sobre. En effet, on ne pouvait pas préjuger du résultat des élections. Il ne fallait pas, quelle que soit l'équipe qui l'emporte, qu'elle soit ficelée par des projets qui n'étaient pas forcément les leurs. Donc, c'était très clair. Donc, on avait un budget basique, hein, vraiment basique, avec quand même quelques propositions intéressantes. Et on est resté là-dessus, ce qui fait qu'en toute logique, aujourd'hui, ce budget supplémentaire, il termine le travail, quoi. Mais encore une fois, c'est parce que ce budget était un budget de transition, hein. Donc, le budget supplémentaire, il termine. Et pour ma part, je pense que ce que tu appelles le TVE, c'est quelque chose qui est déjà en route, hein, tu as répondu. Et évidemment qu'il faut avoir une vision de long terme. Mais c'est avant le budget 2027 qu'il faut que ce soit prêt, hein. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra vraiment avancer en matière de prévision. Hein, Bien. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, donc on va le faire en deux temps, c'est ça, messieurs? Oui. Alors, donc, le projet de délibération, donc, après avis de sa commission des finances, on votera après. Donc, le premier point, c'est adopte le budget supplémentaire du budget principal 2026 pour un montant total de 6 29 567 € et 63 centimes. Donc, qui est contre? Donc, Monsieur Valois et les trois autres membres de son équipe. Qui s'abstient? Monsieur Minichiello. Donc, toutes les autres sont pour. Ensuite, autorise Madame le maire à accorder une avance de trésorerie exceptionnelle d'un montant de 300 000 € en cas de besoin au Centre communal d'action sociale de Lunéville au titre de l'exercice 2026. Et donc précise, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, que l'avance sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2026. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération-là est votée à l'unanimité. Alors, ensuite, donc ça concerne, la délibération suivante concerne le budget supplémentaire de l'eau. Ce qu'il faut bien comprendre, il y a des inscriptions budgétaires qui sont peut-être un peu étonnantes, mais qui sont conformes, vu qu'il y a la redevance de la performance d'eau potable qui est calculée sur la performance du réseau. On fera les présentations des rapports d'activité en juillet 26, c'est François qui les fera. Donc, en fait, la SOR nous facture au client final 59 000 € sur la fameuse redevance de performance des réseaux, qui nous reverse 50 000 € et nous, on la reverse à l'agence de l'eau. Donc, et tout ça en fonction donc de la performance et du volume consommé. Si vous avez vu les 50 000 qui passent d'un jeu à un autre, c'est ça. Et puis 150 000 € de plus, donc pour les canalisations extérieures,
on entretient de l'usine de l'eau, on entretient tout le temps l'usine de l'eau, et là, il y a 150 000 euros donc sur la canalisation extérieure. Tu veux compléter? Ouais, on a une grosse canalisation aussi à l'intérieur de l'usine de l'eau, qui devient obsolète. C'est une canalisation majeure qui est située entre les deux bassins de décantation. Donc à tout moment, elle peut lâcher. Pour ce faire, on a mis en parallèle un système de pompe et de tuyaux pour éviter, en cas de casse justement, pour éviter la coupure nette de l'approvisionnement en eau potable de la ville. Et cette opération sera réalisée cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget supplémentaire de l'eau? Il n'y en a pas. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget eau 2026 pour un montant de 418 552 € et 52 centimes. Qui est contre? Donc, Monsieur Valois et les 3 autres membres du groupe. Qui s'abstient? Le budget est voté donc à la majorité. Budget restauration, donc là, il y a 26 000 euros de plus pour l'agencement de la cuisine. C'est pareil, hein, on fait plus de 800 repas par jour. Donc, il faut aussi entretenir régulièrement la cuisine. Je rappelle que ce budget, il n'y a plus d'emprunt. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le budget supplémentaire restauration. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget restauration 2026 pour un montant total de 69 978 € et 97 centimes. Qui est contre ce budget? Toujours Monsieur Valois et les 3 autres membres. Qui s'abstient? Cette délibération est votée à la majorité. Le budget supplémentaire, budget location. Donc, il y a, on avait posé une question, nos finances, 23 000 € de plus, c'est pour un organisme de formation qui loue un local supplémentaire à la ZAC de la faïencerie. Autrement, il n'y a rien de particulier sur ce budget. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget location 2026 pour un montant total de 148 545 € et 87 centimes. Qui est contre? Toujours Monsieur Valois et les 3 autres membres. Qui s'abstient? Ce budget est voté à la majorité. Délibération suivante, c'est toujours finances. Donc, il s'agit de créances éteintes. Cette délibération est passée, donc c'est à la demande de la trésorerie. Toutes les créances éteintes sont issues d'une décision de justice, soit à la commission de surendettement pour les particuliers, soit pour les entreprises, les liquidations définitives. Voilà. Comme vous le savez, vous avez tous les documents à l'issue. Bien évidemment, seuls les conseillers municipaux, par souci de discrétion et de bienveillance par rapport à certaines familles, n'ont pas à divulguer les noms. Voilà. Néanmoins, je peux répondre à des questions s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en créance éteinte au titre de l'exercice 2026 par émission de mandats sur la nature 6542. Donc, sur le budget principal, l'enveloppe 19 947 pour un montant de 1 235 € et 91 centimes. Sur la budget restauration, enveloppe 11 188 pour un montant de 1 115 € et 75 centimes. Et sur le budget location, enveloppe 11 212 pour un montant de 492 € et 26 centimes. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, c'est une convention de maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par le SDE 54. Je vais laisser la parole à François Franier, ainsi que pour la suivante.
Merci, Madame le maire. Donc, le SDE 54 est maître d'ouvrage pour le réseau de distribution d'énergie électrique. La collectivité est compétente pour les réseaux d'éclairage public, de communication électronique. Conformément à l'article L2422-12 du Code de la commande publique, Madame le maire indique que lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci peuvent être désignés par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe les termes. Dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les interventions, optimiser les investissements publics et limiter la gêne pour les riverains et les usagers, il est proposé une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de cette opération de la commune de Lunéville vers le SDE 54. Cette délégation de maîtrise d'ouvrage porte sur les travaux, mais aussi sur les études, achats et services qui seraient nécessaires en vue de la réalisation de l'opération. Nous avions effectué la même opération concernant la rue de Villers. Le projet de délibération, je lis ou oui. Le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour les études et les travaux d'enfouissement des réseaux secs, rue Paul-Louis Sifflet, sur la commune de Lunéville, comprenant la définition du programme, les éléments d'aménagement et l'enveloppe financière prévisionnelle. Autorise Madame le maire de la commune de Lunéville à signer cette convention ainsi que tout acte y afférent. S'engage à verser au SDE 54 les sommes dues au titre de la convention susvisée. Précise que les crédits sont prévus au BP 2027. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Tu continues, c'est la suite en fait. Oui, merci. Alors ça, c'est la délibération concernant le financement. Cette délégation de maîtrise d'ouvrage porte sur les travaux, mais aussi sur des études, achats et services qui seraient nécessaires en vue de la réalisation de l'opération. Ainsi, les travaux d'enfouissement du réseau basse tension seront payés par le SDE 54. Alors, je rappelle que le SDE 54, c'est le syndicat départemental d'électricité de Meurthe-et-Moselle. À la fin des travaux, la collectivité verse une participation financière au SDE 54, qui est une subvention d'équipement imputée en section d'investissement au compte 204-182, qui correspond à 58,40% du montant des travaux estimés à 111 000 €, soit 64 824 € hors taxe. Les subventions d'équipement doivent être amorties et afin de ne pas impacter le budget, il est proposé au conseil municipal de neutraliser la dotation d'amortissement, notamment en section de fonctionnement sur une durée de 1 an. En 2027, le versement de la subvention d'équipement par mandat au compte 204-182 pour un montant estimé à 64 824 €. Projet de délibération. Oui. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, approuve la convention relative au financement des travaux au titre de l'article 8 du contrat de concession sur la commune de Lunéville, rue Paul-Louis Sifflet. Fixe la durée d'amortissement liée à la subvention d'équipement à 1 an, décide d'opter pour le dispositif de neutralisation des dotations aux amortissements de la subvention d'équipement versée en référence du décret du 29 décembre 2015. Autorise Madame le maire de la commune de Lunéville à signer cette convention ainsi que tout acte y afférent. Précise que les crédits sont inscrits au BP 2027. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Monsieur Menichilo. Je suis sûr que vous allez y arriver. J'ai juste une question. Donc, j'ai bien vu qu'il y a eu un travail qui a été fait, notamment sur la valorisation du chantier. J'imagine que les travaux aujourd'hui, connaissez la nature des travaux qui ont été exécutés en délégation au maître d'ouvrage, qui est SDE 54. Et est-ce que vous avez déjà un rétro-planning sur le moment où ils vont intervenir? Notamment, je pense aux professions libérales qui sont là et qui peuvent s'interroger sur... Attends. Finissez la phrase et après tu mets le micro. J'avais fini. Bah alors, coupez votre micro, tu mets le micro. Simon, en 2026, l'étude va être faite concernant ces travaux et les travaux seront faits en 2027. Voilà.
Alors, le planning, il sera fait en courant 2027, bien évidemment. Et quand le planning sera réalisé, bien évidemment, on informera les professions libérales et autres, les habitants également, qui travaillent et qui vivent dans la rue, comme on le fait systématiquement pour chaque travaux de voirie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc on va voter. Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante concerne les affaires scolaires, donc je vais donner la parole à Jonathan Auvillers. Merci Madame le maire. Oui, les trois prochaines délibérations qui vous sont proposées sont des délibérations classiques à cette période de l'année. C'est de voter les tarifs de l'extrascolaire, du périscolaire et du transport scolaire pour les élèves du secondaire. La première délibération concerne le tarif extrascolaire et là, il y a une petite modification, mais simplement dans la présentation. Jusque maintenant, nous affichions un tarif de 13,20 € par exemple pour les catégories A, à laquelle nous déduisions la prestation de service de la CAF de 3,92 €. Sous recommandation et proposition de la CAF, qui nous a dit que pour une meilleure lisibilité, et en effet, ce sera plus clair pour les familles, de déduire directement cette prestation de service, ce qui fait que maintenant, le tarif que nous affichons à la journée correspond au reste à payer, au reste à charge des familles, soit 9,28 € pour les catégories A. Donc, en résumé, c'est juste une histoire d'écriture comptable et ça ne touche en aucun cas les tarifs supportés par les familles pour nos activités extrascolaires. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP Jeunesse, adopte les tarifs à compter du 1er juillet 2026 tels que figurant en annexe 1 du règlement intérieur de l'accueil de loisirs, l'île aux vacances. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et les voter à l'unanimité. Affaires scolaires toujours, ça concerne les tarifs de restauration scolaire et périscolaire pour le mois de septembre. Oui, là aussi, donc c'est traditionnel en cette période de l'année. Nous vous proposons là aussi de maintenir les tarifs de la restauration scolaire et des activités périscolaires pour cette 6e année consécutive, car je le rappelle, la seule modification de tarif qu'il y a eu sur les activités périscolaires et sur la restauration date de 2020 où nous avons baissé les tarifs de 13%. Pour là aussi votre information, votre parfaite information, ce sont quasiment 78% des enfants inscrits dans les écoles publiques de Lunéville qui fréquentent la restauration scolaire, preuve de la qualité de nos repas. Et juste vous signaler dans l'annexe sur les tarifs, et je remercie ma collègue Catherine Laurin qui va jusqu'au bout du détail dans la lecture des délibérations. Ça m'était passé, c'était passé à l'as chez moi. La tranche C, c'est bien plus de 801 € et pas 810. Il y a une inversion de chiffres. Donc, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP Jeunesse, adopte les tarifs de restauration scolaire et périscolaire à compter du 1er septembre 2026, tels que figurant en annexe 2 et 3 du règlement intérieur des services périscolaires. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette délibération? Madame Bertozzi. Oui, j'ai une question. Je précise que c'était une question. Je sors mon drapeau blanc en signe de paix. Voilà, je n'agresse personne. Voilà, j'ai juste une question. Pour les enfants, en fait, qui sont hors Lunéville, mais qui sont scolarisés sur des dispositifs tels que les dispositifs Ulysse, qui n'ont pas dans leur ville d'origine, est-ce que le tarif appliqué, c'est un tarif lunévillois ou un tarif hors lunévillois? Alors, je vais relaisser la parole à Jonathan Auvillers. C'est un tarif hors lunévillois. Je tiens à dire que le tarif hors lunévillois est le tarif que nous coûte le repas. C'est important, même pas, hein, même plus. Ouais, ok.
Mais pour compléter la réponse, c'est que par contre, nous ne demandons pas les frais de scolarité aux collectivités dont les enfants dépendent, ce que de nombreuses collectivités font pour les enfants de Lunéville inscrits dans des dispositifs Ulysse hors de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, on va voter. Donc, vous avez lu le projet de délibération. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Affaires scolaires encore. Donc, ça concerne le transport scolaire vers les collèges et les lycées. Je te laisse la parole, Jonathan. Oui, donc c'est la dernière délibération concernant les affaires scolaires pour ce soir. Donc là aussi, on vous propose de fixer les tarifs pour l'année 2026-2027 du ramassage scolaire des enfants scolarisés dans le secondaire, donc collège-lycée. Je rappelle qu'il y a maintenant 5 ans, la ville a décidé, après la suppression du ramassage scolaire par la CTLB, de reprendre à sa charge le ramassage des enfants et que nous avons décidé de faire participer à hauteur de 40 € par trimestre les familles qui utilisent ce service. Cette inscription est possible au trimestre. Donc on a une fréquentation qui est plus importante sur le 2e trimestre en raison de la météo. La contribution est de 120 € pour un coût qui est à peu près pour la collectivité du double, hein, donc 360 € par enfant. Il y a à peu près chaque année entre 110 et 130 élèves qui fréquentent ces lignes de ramassage. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP Jeunesse, adopte le tarif de 120 € annuel à compter du 1er septembre 2026 pour les élèves collégiens et lycéens s'inscrivant au transport de bus proposé. Précise que le règlement se fera de manière trimestrielle à raison de 40 €, tout trimestre commencé étendu. Merci, Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Minichillo. Merci, Madame Pellard. Je peux pas rester sans réagir automatiquement. Si on provoque à un moment, je pense que ça fait pas avancer les débats. Je voudrais juste savoir à partir de quel moment il y avait eu un transfert de la compétence, de la prise de compétence transport scolaire à la communauté de communes depuis sa création, puisqu'a priori la communauté de communes finançait à cause de la communauté de communes qui finançait un transport scolaire qui n'était pas dans ses compétences. Aujourd'hui, ça a créé une difficulté. Je voudrais juste cette réponse. Réponds. Sur mes propos, je n'ai été que factuel. La communauté de communes assurait le ramassage des enfants du secondaire de la ville de Lunéville et ça a été arrêté. C'est tout simplement ce que j'ai dit. C'est factuel. Par contre, moi, je vais compléter les propos de Jonathan, ce que je regrette, parce qu'il faut quand même... on a les lycées et les collèges sur le banc communal, ce qui veut dire particulièrement pour les lycées qui sont bien évidemment plus éloignés des domiciles, quoique le transport scolaire pour les lycées n'est pas assuré par la région parce qu'on a les établissements sur le banc communal. Un exemple type, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris cette décision, parce qu'on a rencontré des familles, des enfants qui habitent chez leurs parents, normalement, rue de la Faisanderie, donc à l'autre bout de Lunéville, hein, pour ceux qui connaissent, qui vont au lycée à Bichat ou à Lapi, ne sont pas transportés par la région, parce que l'établissement est sur le banc communal. Des enfants de Chanteux qui vont au lycée, au même lycée, peuvent être, après ils font le choix d'y aller en vélo, d'y aller à pied, parce que c'est vraiment à côté, mais peuvent être transportés par la région parce que Chanteux n'est pas sur le, enfin, parce que les lycées ne sont pas sur le banc communal de Chanteux. Moi, ça me heurte plutôt, ça. Donc, de fait, et d'ailleurs Jonathan l'a dit, pour des raisons de sécurité, faire traverser, c'est encore des gamins, un stage-là, hein, faire traverser, alors même s'ils se croient grands, c'est traverser la ville, particulièrement l'hiver, sur le 2e trimestre. Moi, je me voyais pas prendre cette responsabilité. C'est pour ça qu'on a proposé cette solution aux parents. C'est un service supplémentaire qui coûte 130 000 € à peu près par an à la ville, mais je trouvais que ça me semblait délicat de pas proposer ce service aux parents. Après avoir entendu les parents, on les a reçus
à plusieurs reprises ici, enfin, dans mon bureau, plus exactement, et c'est pour ça qu'on avait pris la décision à l'époque. Voilà, moi, ce que je voulais rajouter. Alors, vous avez lu le projet de délibération, donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Donc, animation, donc c'est Frédéric Bréjard qui va présenter la délibération. Oui, alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, évidemment, je le redis le jour du conseil, la ville de Lunéville proposera un spectacle et un concert estival au Champ de Mars le vendredi 3 juillet 2026. C'est le groupe Black City qui se produira dans notre cité pour ce concert gratuit à 21h30, qui sera précédé à 20h30 du spectacle Mobile Home de la compagnie Trans-Express dans le cadre de l'ouverture de la saison au théâtre de Lunéville. Donc, pour information, le groupe Black City propose un répertoire qui est inspiré des prestations live actuelles du groupe français Indochine. Donc, je l'avais également dit, je le redis aujourd'hui, 11 ans d'existence, plus de 300 concerts. Le Tribute Indochine a eu le privilège de pouvoir se produire sur des scènes mythiques, comme en Belgique ou Luxembourg, et de verser des prestations en France, à Valenciennes, Lille, Tours, Dijon, Besançon, Soissons, Gravelines, Bordeaux, Montpellier, Reims, et voilà, depuis 2023. Et notamment, est également en Suisse. Donc un ensemble de reprises à ne pas manquer, qui, j'en suis sûr, vous embarquera dans cette ambiance un peu, alors on dit imparable, d'un concert d'Indochine. En amont du concert, la compagnie Trans-Express proposera un spectacle d'ambulatoire et aérien de grande envergure intégrant prouesse, art plastique et musique. Le budget principal du concert estival, incluant l'ensemble des prestations techniques nécessaires à l'organisation, les dispositifs de sécurité, les cachets des artistes, l'hébergement et la restauration, est évalué à 15 000 € TTC. J'ajoute pour votre parfaite information que le groupe est composé, je crois, de 8 membres, dont 7 musiciens et un régisseur. Le projet de délibération est le suivant. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture et animation, autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce concert, notamment le contrat avec la société Marcel Lance Productions. Précise que seules les dépenses liées au concert estival seront prises en charge par la ville de Lunéville pour un montant maximal de 15 000 € TTC, le spectacle Mobile Home faisant quant à lui partie de la programmation du théâtre de Lunéville. On précise que les crédits figurent au budget primitif 2026. Merci Frédéric. Donc moi je vous invite à sortir ce soir du 3 juillet, oui, c'est ça. Et on souhaite la meilleure météo possible, mais ça, c'est pas nous qui décidons. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération? Non. Donc, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Délibération suivante, toujours la partie animation. Donc, c'est Frédéric Bréjard qui va continuer. Oui, merci. Alors cette fois-ci, je vous parle des festivités liées à la fête du 13 juillet 2026. Au programme, 19h20, défilé militaire motorisé avenue de Latte de Tassigny. On a déjà l'habitude de le faire depuis plusieurs années. C'était d'ailleurs une très bonne idée que le Conseil, à l'époque, ait décidé de faire cette fête nationale le 13 au soir. Et à 21h, de 21h à 1h, bal populaire, et 22h45, spectacle pyro-musical sur le Champ de Mars. La ville de Lunéville prendra à sa charge l'intégralité des animations, de la sonorisation, de la restauration, les cachets et défraiements d'artistes et artificiers pour un montant maximal de 25 000 €. Le projet de délibération est le suivant. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture animation, autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximal de 25 000 €, précise que les crédits figurent au budget primitif 2026. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Animation, tu gardes la parole. D'accord, merci. Donc ici, il s'agit de vous parler de la 7e édition du Festival Scènes en Selle, convention de partenariat. Lunéville fut la cité cavalière par excellence. Aussi, l'association Equiart Concept, en collaboration étroite avec la ville de Lunéville, a trouvé important de raviver cette mémoire et de redonner au cheval la place qui fut la sienne autrefois, en consacrant un festival annuel gratuit en cœur de ville, afin de proposer une animation forte, rayonnant sur le Lunévillois, mais au-delà. Pour cette 7e édition de Scènes en Selle,
qui aura lieu du 20 au 23 août 2026. L'idée est de pérenniser un festival désormais bien connu et populaire et qui provoque beaucoup d'engouement, tout en apportant des nouveautés ainsi que d'autres lieux de présentation. La ville de Lunéville réglera la somme de 33 500 € à l'association Equart Concept sur présentation de facture. Ces crédits serviront à couvrir les frais relatifs à la conception de la manifestation et à sa réalisation. Le budget prévisionnel est de 169 521 € hors valorisation. Le projet de délibération est le suivant. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture-animation, autorise Madame le maire à signer la convention de partenariat en pièces jointes, ainsi que tous les documents afférents à ce festival. Merci Frédéric. Je rajouterais que le théâtre, et ça on l'a vu au conseil d'administration du théâtre dernièrement, cofinance également ce festival à hauteur de 50 000 € et que la ville gère aussi une grosse partie de la logistique avec des moyens tout au long, avant, pendant et après le week-end de manière importante également, et que ce festival a de plus en plus une belle renommée et que j'oublie pas tous les bénévoles qui œuvrent aussi pour cette belle manifestation et ce beau week-end de fin d'été. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, Monsieur Talot? Donc j'en conclus que, hormis les prestations en nature du personnel de la ville, le budget se monte à 85 000 €. Non. Le budget pour la ville est de 33 500 €. Le budget de la manifestation. Ah bah la manifestation, c'est 85 000 €. le budget. Alors, juste, la ville, c'est le projet là. La convention de partenariat, la ville réglera la somme de 33 500 €. Le budget prévisionnel qui nous est présenté par l'association, c'est 169 521 €. Tout est marqué. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, je vous propose de voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie et je vous invite à noter ces 3 jours d'été dans vos agendas. La délibération suivante concerne les ressources humaines. Donc, il s'agit donc des élections qui vont avoir lieu le 10 décembre 2026. Donc, cette fois-ci, des élections du personnel, donc des comités sociaux territoriaux. Alors, pas seulement à Lunéville, hein, il y en a dans beaucoup d'établissements publics, la plupart. Et donc, après consultation des organisations syndicales, donc ça c'est un travail qui est fait, s'il vous plaît, il y a encore quelques minutes, un travail donc qui est fait par monsieur le directeur général des services, et on s'est mis, et je les ai rencontrés ensuite, on s'est mis d'accord donc sur fixer à 5 le nombre de représentants du personnel et à 5 le nombre de suppléants. Donc, de maintenir le paritarisme en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants, de décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité et décide de ne pas recourir au vote électronique pour les élections professionnelles du 10 décembre 2026. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Alors ensuite, c'est la délibération concernant la SPL XD Math. Alors, je vais pas tout vous lire, parce que il y a un certain nombre XD Math, c'est tout simplement vous l'utilisez quand vous répondez présent ou absent ou excusé, par exemple au conseil municipal. Communauté de communes utilise le même document et beaucoup d'organismes, d'ailleurs, vous l'avez à la liste, qui est joint. Donc, c'est tout simplement comme on utilise les logiciels. On fait partie de la société publique locale dénommée SPL XDMAT. Pour celles et ceux qui siègent à la communauté de communes, ça a été voté le mois dernier. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances,
approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL XDMAT, divisée en 12 838 actions, telles que figurant dans la liste des actionnaires et ne faisant apparaître la ventilation territoriale suivante. Donc, le département de l'Aube, 6 553 actions, soit 51,04% du capital social. L'Aisne, 595 actions, soit 4,64% du capital social. Les Ardennes, 253 actions, soit 1,97 du capital social. La Marne, 531 actions, soit 4,14% du capital social. Haute-Marne, 232 actions, 1,81 du capital social. Meurthe-et-Moselle, 275 actions, soit 2,14% du capital social. La Meuse, 487 actions, soit 3,79 du capital social. Département des Vosges, 333 actions, soit 2,59 du capital social. Les communes et regroupements de communes, 3 579 actions, soit 27,88 du capital social détenu par 3 505 actionnaires, et donc donne pouvoir aux représentants de la collectivité et de l'Assemblée spéciale générale de la société SPLX des maths pour voter cette nouvelle répartition de ce capital social et la résolution en découlant lors de sa prochaine réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, la dernière délibération concerne les affaires générales. Donc, c'est toujours dans l'installation du conseil municipal. Donc, il s'agit de la désignation des délégués au sein des instances départementales et nationales de l'association des communes forestières de Meurthe-et-Moselle. Et je propose Catherine Laurin en titulaire et Valérie Didier en suppléante pour siéger au sein des instances donc départementales et nationales de l'association des communes forestières. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc, bah écoutez, on va voter. Qui est contre la proposition que je viens de vous faire? Catherine Laurin en délégué titulaire et Valérie Didier en suppléant. Qui s'abstient? Écoutez, mesdames, vous êtes élues à l'unanimité. Je vous félicite. Alors, comme je l'ai annoncé... Pour faire une petite modification à la réponse que j'ai Oui, non, c'est fini. Moi, je vais répondre à Madame Bertozzi, qui m'a envoyé une question concernant justement la rue Gambetta. Alors, je vais reprendre la question. Donc, quelles sont les préconisations des instances de sécurité par rapport à ce bâtiment? Alors, je pense que et aux bâtiments voisins. Donc le bâtiment, on a imaginé que c'était, vous pensiez que c'était celui de la rue Gambetta, madame. Donc on a repris donc un effondrement partiel de la toiture est intervenu le 24 février, donc dernier, sur l'immeuble 646-48 rue Gambetta. Sur place sont intervenus certains élus, moi j'y étais d'ailleurs, et les services municipaux qui ont constaté, donc il y avait les pompiers, les forces de l'ordre, etc. Donc un effacement significatif de la charpente, la présence d'éléments de couverture instables, une fragilisation structurelle du bâtiment, un risque de chute de matériaux sur la voie publique et un risque de propagation des désordres aux immeubles mitoyens. Donc là, c'était le constat le 24 février après-midi. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la ville a fermé la voie de circulation et le trottoir adjacent au bâtiment. Le 26 février, la ville a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour que soit désigné un expert en urgence avec pour mission de décrire précisément l'état de l'immeuble, de dire si celui-ci représente un danger grave et imminent, de préciser les risques encourus par les usagers de la voie publique et les propriétés mitoyennes, de déterminer les mesures conservatoires urgentes nécessaires et d'indiquer la nature des travaux propres à mettre fin au danger et enfin d'évaluer le délai d'exécution requis. Par ordonnance donc, 24 février, nous, le temps de rédiger, 26 février au matin, on a envoyé au tribunal, et par ordonnance du 9 mars 2026,
Le juge des référés a désigné Monsieur Pierre Desarméniens en qualité d'expert. Ce dernier a convoqué les parties sur place le 10 mars et a transmis son rapport le 18 mars avec les conclusions suivantes. Donc là, je lis le rapport de l'expert. Au vu des constats, les mesures propres à remédier à la situation sont les suivantes. Étaiement de plancher, haut du rez de chaussée sur l'ensemble de la surface, étaiement des zones non touchées par l'effondrement jusque sous la charpente et la couverture encore en place, déblaiement de l'ensemble des éléments effondrés, mise en place de protection contre les intempéries sur toutes les arases et notamment le mur mitoyen avec le bâtiment 50 rue Gambetta, mise en place de contreforts en nombre suffisant pour étançonner la façade mitoyenne avec le bâtiment 6-50 rue Gambetta et mise en place de contreforts en nombre suffisant pour étançonner la façade sur rue. Pour l'immeuble en fond de parcelle mitoyen avec la propriété du 44 rue Gambetta, donc là c'est la suppression du plancher bois du 2e étage et la rase du mur séparatif jusqu'au niveau du plancher béton du 1er étage. L'expert a préconisé les mesures immédiates suivantes. Donc, cessation de la mise à disposition du bâtiment 46-48 rue Gambetta à des fins d'utiliser ou d'accéder au lieu à titre temporaire, sauf bien sûr pour la réalisation des travaux de mise en sécurité. Et l'interdiction d'habiter à titre temporaire l'immeuble 50 rue Gambetta, donc qui est la propriété de monsieur et madame Vial, tant que les mises en sécurité ne sont pas réalisées. Ensuite, l'autre question, c'était la situation actuelle présente-t-elle un danger pour les riverains, les commerçants, les usagers de la voie publique? Alors, selon le rapport de l'expert, les dangers existants, en plus du caractère impropre à son utilisation du bâtiment 6-46-48, sont les suivantes. Effondrement sur le fond de parcelle du 44 rue Gambetta, donc c'est ce que je viens de dire. Désordre sur le bâtiment du 50 rue Gambetta, là où monsieur et madame Vial ne peuvent plus habiter aujourd'hui, et risque de chute de matériaux sur la voie publique. Donc, l'autre question, c'était quelle garantie la mairie peut-elle apporter quant à la sécurité des personnes et des biens? Donc, après ce qu'on a fait, avoir commandé l'expertise, la ville a pris différents arrêtés pour garantir la sécurité des biens et des personnes. On a interdit de pénétrer, de séjourner au 44 rue Gambetta, qui a fait l'objet d'une main levée suite au constat de l'expert. Donc, les personnes ont été impactées 2 jours pour leur maison d'habitation. Interdiction de pénétrer et de séjourner 46, 48 et 50 rue Gambetta, qui est toujours en vigueur. Et interdiction de circuler sur la voie de circulation et le trottoir du côté pair de la rue entre le 46 et le 50 rue Gambetta. Comment les commerçants et les habitants sont-ils informés de la situation? C'était votre question suivante, madame. Donc, l'élu en charge du commerce, donc Serge Attali, a été à la rencontre des commerçants de la rue Gambetta courant début avril. Il a été accompagné de notre manager du commerce et ils restent tous les deux toujours à leur disposition. D'ailleurs, depuis, il y a eu des échanges qui ont eu lieu. La VIG, elle a également fourni aux riverains, propriétaires bailleurs, aux commerçants qui en ont fait la demande, le rapport d'expertise judiciaire et les arrêtés municipaux pour qu'ils puissent, le cas échéant, monter un dossier auprès de leur assurance. Par ailleurs, à la demande des commerçants de la rue, un arrêt minute a été créé dans la rue pour essayer de les embêter le moins possible. L'affichage réglementaire des arrêtés permet par ailleurs d'informer les riverains qui peuvent également se tourner vers les agents des services techniques qui interviennent régulièrement sur site pour s'assurer que les mesures de sécurité sont effectives et toujours d'actualité, bien sûr, barriérage, fermeture des accès et pour permettre l'accès aux différents experts et aux forces de l'ordre. La ville a d'ailleurs largement communiqué sur la situation par voie de presse et se tient à disposition pour répondre aux interrogations des riverains. Enfin, votre dernière question, c'était comment la ville va-t-elle intervenir pour résorber cette ruine et rendre la rue plus sûre, ou sûre carrément, afin de mettre en demeure la propriétaire
de réaliser les travaux, parce que c'est à la propriétaire de réaliser les travaux, c'est pas à la ville, conformément à l'article L 511-19 du Code de la construction et de l'habitation. La ville a pris un arrêté de mise en sécurité, donc de procédure urgence, numéro 268-20-2026, en date du 24 mars 2026, à l'encontre de la propriétaire de l'immeuble et ordonnant les mesures indispensables pour faire cesser le chantier imminent. À ce jour, nous savons que cette dernière a fait intervenir un bureau d'études pour chiffrer le montant des travaux et définir la méthodologie d'intervention. Actuellement, nous sommes toujours en attente du fameux rapport de l'expert. La ville donc est en contact très régulier avec l'expert de la propriétaire du 46-48 rue Gambetta et les propriétaires des habitations mitoyennes pour suivre l'état d'avancement de ce dossier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc maintenant, il s'agit effectivement de dossiers en main d'experts. Et on le sait tous autour de la table. Et Monsieur et Madame Vial, qui sont les plus impactés aujourd'hui, parce que eux, ils ont subi des travaux dans la maison de leurs voisins, sont suivis par nos services et ils savent que la situation va être longue et particulièrement pénible pour eux. Pour les commerçants, je l'ai dit, ils sont en lien avec Serge Attali et Nathan Martin, qui leur a conseillé de voir aussi leur assurance. Si certains, pas tous, mais certains peuvent avoir des pertes d'exploitation. Et donc, quand on est la plupart des entreprises, quand il y a ce type de sujet, malheureusement, qui ne dépend pas d'eux, peuvent subir des pertes d'exploitation et sont en général assurés. Donc, on leur a conseillé d'aller se retourner vers leur assurance. C'est pour ça qu'on leur a communiqué à tous ceux qui nous ont demandé tout un dossier pour qu'ils puissent avoir des éléments pour rencontrer leur assurance et avoir un maximum de chances de pouvoir peut-être être un peu indemnisés. C'est un sujet qui nous occupe, vous aussi visiblement. C'est un sujet délicat qui concerne un propriétaire privé qui a fait intervenir une entreprise et un résultat aujourd'hui. Et bien évidemment, au fur et à mesure de l'avancée, aussitôt qu'on aura un rapport d'experts, ces genres de sujets qu'on peut évoquer bien évidemment, à partir du moment où il n'y a pas d'éléments confidentiels, mais en tout cas, on pourra l'évoquer en commission finance si on a un rapport de l'expert au mois de juillet, ce que j'espère, mais on n'a pas de date encore. Vous aviez... Oui, la main, Madame Bertozzi. J'avais 2-3 remarques. Donc effectivement, j'ai été interpellée moi par les commerçants qui trouvent que les choses ont duré, que ça a été très difficile d'avoir des éléments. Vous dites que le rapport d'experts date du 18 mars. Or, on ne leur a fourni qu'il y a une semaine. Monsieur Attali est allé, d'ailleurs les commerçants le remercient, mais vous l'avez dit début avril. Ça veut dire plus d'un mois après l'effondrement. Il regrette de ne pas vous y avoir vu, effectivement, de ne pas vous avoir vu depuis aussi, ça c'est une réalité. Et surtout, il s'inquiète parce que dans un courrier que j'ai vu, vous avez écrit que vous avez rouvert la rue contre les instances de sécurité. Donc j'aimerais bien savoir que ce soit éclairci. Et puis j'ai posé une question tout à l'heure. Donc, est-ce que il y a des mesures qui pourraient être prises parce que pour avoir discuté avec ces commerçants, ils accusent une perte de revenus conséquente. La vétérinaire sur les 3 derniers mois a fait un chiffre d'affaires de la moitié des 3 derniers mois, des 3 mêmes mois l'an dernier. La mercière m'expliquait que la semaine dernière, elle avait fait à peu près 100 €. Et de même, l'auberge du joueur a plusieurs jours à 0 la semaine dernière. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un relogement de ces commerçants ou des mesures. Moi, je m'en suis entretenue aussi avec le manager du commerce qui m'a dit que lui, il ne décidait pas. Donc c'est pour ça que je vous le demande à vous. Donc voilà, ces 2 questions. Est-ce que la rue a été, comme vous l'écrivez, ouverte contre l'avis des instances de sécurité? Et si oui, pourquoi?
et sinon, bah, pourquoi vous l'avez écrit? Et ensuite, donc, quelles mesures prévues pour les commerçants? Alors, je vais répondre sur la rue et puis après, je vais donner la parole à Serge Attali. La rue, effectivement, moi, j'ai fait un appel aux pompiers, à la police, en disant on peut pas laisser la rue fermée pendant des mois, parce qu'on est parti pour des mois, voire des années, madame. Hein. Donc, il faut aussi pas se contrarier. Si on referme la rue, là, il n'y a plus du tout aucune activité dans la rue. Donc, et après, expertise, bien évidemment, de la police, des pompiers et de l'expert, qui arrivait plus tard que ma décision de rouvrir la rue. C'est pour ça que j'ai pris la décision de rouvrir la rue sans l'accord dans un premier temps. Mais maintenant, rassurez-vous, tout va bien. Et s'il y avait la moindre souci, la moindre inquiétude, on serait malheureusement obligé de refermer la rue. Donc ça, concernant ces trucs-là. Et on l'a refait. Il y a eu, Catherine me souffle parce qu'effectivement, tu étais d'astreinte ce week-end-là. La corniche s'est décrochée, on n'a pas pris de risque, on a refermé quelques heures pour voir si ça allait retomber à nouveau la rue. Donc on ne prendra aucun risque. Concernant les commerçants. Alors, je voulais quand même dire que votre remarque est un petit peu paradoxale puisque vous nous dites vous fermez la rue, donc il n'y a plus de passage. Nous, on a réouvert très très vite la route et la rue pour justement permettre un flux, parce que la rue Gambetta n'est pas non plus la rue la plus commerçante de Lunéville, mais on peut y circuler et on peut aussi à pied ou même en voiture, il y a des parkings qui sont pas très loin. Concernant, alors moi j'ai été élu le 29 mars et effectivement je m'y suis rendu très vite avec le manager du commerce pour voir tous les commerçants. Et la première chose que je leur ai conseillé, c'est effectivement de prendre attache avec leur assureur professionnel puisqu'une assurance professionnelle permet, dans le cas où on l'a souscrite, d'avoir une perte d'exploitation. Et puis aussi de prendre attache avec leur expert comptable de manière à justifier auprès de l'assureur la perte de chiffre d'affaires. Et effectivement, ils m'ont tous dit merci beaucoup. On a transmis tous les éléments concernant, parce que c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas trop d'éléments concernant la société qui était propriétaire, la SCI qui était propriétaire de l'immeuble, et encore moins la société qui a fait les travaux. Pour ce qui concerne le vétérinaire, effectivement, il s'était plaint c'était dans la presse d'ailleurs, qu'une personne avait dû ramener le chien depuis la médiathèque. Bon, il y a très vite, et ça a été fait très très vite, un arrêt minute d'ailleurs qui est respecté. Depuis, moi je n'ai pas eu, j'ai essayé de rappeler d'ailleurs le vétérinaire pour savoir un petit peu s'il avait, lui il a une perte d'exploitation, ça j'en suis sûr puisqu'il me l'a dit. Par contre les autres, je ne sais pas du tout s'ils ont contacté attendez voir, laissez-moi terminer, s'ils ont contacté leur assureur et si, comment dirais-je, leur expert comptable et si ils ont fait les démarches qui leur permettraient, comme à toute société, c'est-à-dire toute société qui subit un préjudice, s'il est bien assuré, peut effectivement voir le delta de chiffre d'affaires perdu se faire rembourser par l'assurance. Ça sert à ça une assurance quand même. Voilà. On va rappeler les faits. Hein. C'est quand même une entreprise qui n'a pas fait des mesures de sécurité, qui est intervenue sur un domaine privé et qui rend... Non, mais juste comme ça. La ville, c'est pas un chantier de la ville où il y a une erreur de la ville. C'est sur un domaine privé, une entreprise qui est intervenue, qui n'a pas mis en place des mesures de sécurité. D'ailleurs, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de blessés ni de morts, hein, pour aller au bout. Et ensuite, comme malheureusement les habitants, d'eux particulièrement, et les quelques entreprises qu'il y a sur le site ont subi tous des préjudices. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Moi, je retiens un élément positif, et franchement, j'y croyais pas au démarrage, c'est que la propriétaire a délégué un expert qui est en train de travailler. Quand on aura le résultat de l'expertise, on saura si ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense, je commence un peu à connaître ce type de dossier, que malheureusement, ça va durer longtemps. Pas une fois, enfin, la ville, vous parlez de relogement de la ville. Nous, on n'a pas de magasin libre aujourd'hui à disposition. Après, si il faut effectivement mettre en lien, alors après, il va falloir qu'ils dénoncent leur bail auprès de leurs propriétaires, etc. S'il faut mettre en lien avec des cellules vides, eh ben on le fera volontairement et avec, enfin, on fera tout ce qu'il faut pour les aider. Mais ça veut dire arrêter le bail dans lequel ils sont aujourd'hui, relouer un autre lieu. Voilà, ça va pas se faire non plus tout seul. Hein. Au cas, ça peut être compliqué. Maintenant, si c'est leur choix de changer de lieu et de retrouver un autre lieu pour exercer leur activité, bah écoutez, ils ont tous le numéro de Serge Attali qui leur a même donné son numéro personnel à tous. Ils peuvent le contacter et je le dis devant tout le monde, ils peuvent le contacter. Et il faudra les recevoir, Serge, et puis vous regarderez ce que vous pouvez faire. Voilà. Mais enfin, je reviens le fond, hein, c'est un problème privé lequel on subit tous là. Hein. Et heureusement, il n'y a pas eu il y a une catastrophe humaine, si j'ose m'exprimer ainsi. J'ajouterais un aspect technique quand même, c'est-à-dire un commerçant qui voudrait changer d'adresse et puis aller sur un autre lieu. Bon, effectivement, on serait à l'écoute et si on avait des opportunités, bien sûr, qu'on pourrait en discuter, mais la plupart ont des financements. Si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on finance, voilà, on s'installe, vétérinaire ou pour le magasin de jeux, bon, on s'installe. La plupart des prêts, il faut le savoir, sont garantis soit par BPI, soit par d'autres organismes. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas toucher lorsqu'il y a une garantie, c'est le changement de lieu ou le changement, voilà, de décaler le lieu on a financé rue Gambetta. Il faut vraiment solliciter l'organisme prêteur pour qu'il accepte de transférer sa garantie sur un autre lieu. Et je peux vous dire par expérience, souvent, ils utilisent cet artifice en disant « Ah ben vous avez changé, il n'y a plus de garantie ». Donc après, l'entrepreneur perd, c'est-à-dire il est garanti à 100% sur le prêt, alors que généralement, ils sont garantis aux alentours de 60-70% par BPI ou par d'autres sociétés de caution mutuelle. Donc, si vous voulez, c'est pas aussi simple de partir et de quitter le lieu, mais je comprends aussi, et si vous voulez, je me suis mis, on est allé les voir plusieurs fois d'ailleurs avec le manager du commerce. Si, alors, et si vous voulez, et je suis passé même voir le vétérinaire, mais il n'était pas là, mais en plein milieu. Mais voilà. Mais par contre, je suis incapable de vous dire si ils ont fait les démarches auprès de leur assureur. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu des cas dans mon ancienne vie professionnelle. Je peux vous dire que si l'assurance et les assureurs, qu'ils soient bancaires ou privés, sont très attentifs à partir du moment où on a souscrit l'assurance perte d'exploitation. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire ce soir par rapport à cette situation. Mais ce que je vous propose, quand on aura le rapport de l'expert, ben écoutez, on en reparlera. Parfait. Eh bien, écoutez, ça concerne le sujet. Ben, on avait la question écrite de Madame Bertozzi, mais vas-y, Benoît. Ok. Je rebondis, et à toutes fins utiles, parce que je ne suis pas en contact avec l'expert, mais pour le compte du précédent propriétaire, j'avais fait un reportage complet sur le bâtiment, photo, à titre gracieux. Donc je peux le mettre à la disposition de l'expert s'il le souhaite. Donc prenez la balle au bon si ça vous intéresse. Alors,
nous, c'est pas nous l'expert, hein, mais on le note et dans le cadre de nos relations avec l'expert, on lui communiquera vos coordonnées. Bien, bah écoutez, je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.